Nous sommes le 20 décembre 1996. Un nouveau film d'horreur sort en salle, bien qu'en cette période de l'année, les gens ne s'attendent pas à ce genre de film. Ce premier d'une longue liste va relancer le type slasher au devant de la scène. Mais ce n'est pas le seul film dont je vais vous parler ce soir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top de films d'Halloween pour tous les gens qui aiment frissonner sans pour autant ne plus pouvoir dormir le soir traumatisés. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. J'ai choisi plusieurs classiques de l'horreur, comme vous avez pu le voir avec cette introduction. Ensuite, j'aborderai plusieurs films de Tim Burton que je vous ai choisis, avant de finir avec quelques films à regarder en famille. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Réalisé par Wes Craven, qui a déjà un assez grand pied dans l'horreur avec La colline à des yeux et Les griffes de la nuit, pour l'époque, ce film est un renouveau pour l'horreur, mêlant comédie et récit horrifique. On suit la jeune Sidney Prescott, tourmentée par le fameux Ghostface, arpentant les rues de Woodsboro. Un soir, une jeune adolescente se préparant des pop-corns se fait appeler par erreur. Et au fur et à mesure de la soirée, les appels ne cessent plus. L'homme n'arrête plus de l'harceler. Au bout d'un moment, ce dernier lui lance un jeu. Cette scène d'horreur est aujourd'hui devenue iconique. On suit alors Sidney, son petit ami Billy, Tatum, la meilleure amie de Sidney, Sue, le meilleur ami de Billy, et Randy, le petit geek fan de films d'horreur. Durant tout le film, on est parmi eux à essayer de trouver l'identité du tueur. Everybody's a suspect! Avec l'aide par exemple de l'adjoint au shérif Dewey, aussi le frère de Tatum, et avec des journalistes prêts à tout pour avoir la moindre information croustillante. Au casting de ce film, on retrouve quand même de jolis noms. On peut citer notamment Skeet Ulrich, Courtney Cox, Matthew Lillard et Drew Barrymore. J'ai décidé seulement de vous présenter le premier, tout simplement parce que pour moi, c'est celui qui reste le plus authentique. J'ai bien aimé les deux suivants, mais sûrement pas autant que le premier. Il n'a surtout rien à voir avec le 4e, 5e ou 6e volet. Mais parlons maintenant du film qui a réellement popularisé les types slasher. Je vais seulement vous parler des 3 premiers, tout simplement parce que ce sont ceux qui m'ont le plus plu. À la sortie de Halloween, la nuit des masques, le film devient un phénomène, terrifiant les spectateurs à l'idée que cela pourrait leur arriver à eux aussi. La veille d'Halloween, Michael Myers s'échappe de son asile psychiatrique. Il retourne dans sa ville natale, Haddonfield, où il va traquer la jeune Laurie. Mais alors que cette dernière passe la soirée d'Halloween à faire du babysitting, ce mystérieux Michael Myers va donc lui rendre visite. Dans ce film, l'histoire est simple. On a un tueur, une jeune fille ciblée, ici donc Laurie, et un psychiatre prêt à tout pour retrouver Myers et le réinterner dans son asile. La musique reste simple, mais vraiment angoissante. Mais cette nuit d'Halloween continue dans Halloween 2. Laurie se retrouve hospitalisée, luttant contre ses blessures et ses cauchemars qui la hantent. Michael Myers ne semble pas avoir conclu sa quête et reste toujours à la recherche de Laurie, tout en faisant des victimes sans compassion. Pendant ce temps, le docteur Loomis est vu comme un incapable. S'il ne retrouve pas Myers, alors les victimes vont continuer à se multiplier. Ce second film nous donne les réponses que les fans attendaient eux depuis maintenant 3 ans. Sorti en 1981, il raconte la suite de la nuit du 31 octobre 1978. Ce qui nous donne alors des réponses aux questions qu'on se posait pendant le premier film, mais nous apporte alors des questions supplémentaires au sujet du second film. Et souvent d'ailleurs, chez les fans, c'est le second film qui est préféré au premier. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai appris que Jamie Lee Curtis, la fille qui joue Laurie, donc le personnage principal, c'est la fille de Janet Leg, Janet, c'est la fille de Janet, l'actrice qui joue la victime dans Psychose. C'est elle qui est la victime dans la scène de la douche. De base, il faut savoir que John Carpenter avait la volonté de faire de Halloween une saga portée sur les soirées d'Halloween, pas avec un tueur à chaque fois qui revient à chaque film. Le deuxième film a seulement été réalisé pour les fans. Ils avaient énormément adoré le personnage de Michael Myers et donc John Carpenter avait
réitérer le personnage. Donc le troisième film que je vais vous présenter n'a pas de rapport avec les deux précédents. Donc quand Halloween 3, le sang du sorcier est sorti, les fans ont énormément critiqué le film. Ils n'ont pas essayé de comprendre réellement l'utilité et le but du film. De mon point de vue, je vous le conseille réellement parce que pour moi c'est une très belle critique de la société de consommation. L'intrigue tourne autour de la société Silver Shamrock, bien connue pour ses masques d'Halloween. Le docteur Chalice et Ellie vont alors mener l'enquête face au directeur de cette société bien mystérieuse. On assiste alors à une nuit d'Halloween stressante avec une musique qui vous reste dans la tête tout en étant bien perturbante. Je ne dirais pas que le film est réellement terrifiant, mais suffisamment stressant pour s'impliquer dans l'histoire. Comment passer à côté de L'Exorciste? Les gens quittaient les salles, nauséeux, tremblants. C'était la première fois, en 1973, qu'on représentait au cinéma la possession démoniaque. Chris vit seul avec sa fille Regan dans une luxueuse maison. Mais lorsque Regan se voit être secouée de spasmes tout d'un coup, sa mère n'hésite pas à l'emmener chez le médecin pour faire des examens. Pour eux, ce sont simplement des symptômes qui indiquent la préadolescence. Mais Regan souffre de plus en plus de comportements qui ne lui vont absolument pas. À la fois, elle régresse, mais en même temps, sa voix se modifie, comme si sa voix était celle d'un homme. Mais lorsqu'un mystérieux décès a lieu dans la rue juste en face de la chambre de Regan, un enquêteur est engagé. Finalement, des prêtres viennent à étudier le cas de Regan qui vient à se détériorer de plus en plus. Les critiques sont unanimes, que ce soit pour aujourd'hui ou à l'époque à sa sortie, tout le monde est d'accord. L'Exorciste reste la référence du genre et son pouvoir machiavélique et délicieusement traumatisant reste intact. C'est un film d'horreur psychologique. On part sur un tout autre genre. On y suit la famille Torrance qui part dans un hôtel isolé de tout afin d'aider Jack, le père, à trouver de l'inspiration pour l'écriture de son livre. Wendy et Danny n'ont pas énormément de choses à faire dans cet hôtel, alors ils s'occupent comme ils le peuvent. Mais peu à peu, Jack tombe dans l'alcoolisme et Wendy commence à s'inquiéter de l'état de son mari, ainsi que l'état de son fils, qui commence peu à peu à avoir des visions. On assiste à la dégradation de l'état mental de Jack, sans savoir jusqu'à la fin si Danny et Wendy vont réussir à survivre à l'emprise qu'a Jack sur eux. Ce film est tiré du roman cultissime du même nom de Stephen King et réalisé donc au cinéma par le grand Stanley Kubrick. Il aborde le sujet de la folie à tous les niveaux, que ce soit chez le père ou le fils dans le film. On a des décors quand même assez impressionnants, avec un hôtel décoré un peu comme dans les années 70 avec des couleurs très colorées. Et en même temps, on a à l'extérieur, devant l'hôtel, un immense labyrinthe qui accentue seulement le mystère de l'histoire. On peut retrouver dans ce film Jack Nicholson et Shelley Duvall qui ont tous les deux les rôles principaux. On passe maintenant à un tout autre type de film et beaucoup plus récent. Pour cette saga, je ne vous conseillerai seulement que les deux premiers volets. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que toute la suite de la saga a totalement été un peu gâchée par l'abus de la 3D. La spécificité de ces films, c'est qu'ils abordent un sujet qui nous terrifie tous, la mort. Dans ces films, ce seront toujours des morts inattendues qui vont à chaque fois vous surprendre même si vous vous y attendez. Le principe est le même dans chaque film. Si le personnage échappe à la mort, alors cette dernière va le poursuivre jusqu'à réussir à la voir. Le premier film sort en 2000. Il se base sur un voyage scolaire. 2 professeurs ainsi que leur classe partent en voyage à Paris. Assis dans son siège, Alex est stressé. Il est en sueur. Il a une vision où il voit l'avion exploser. Terrifié, il fuit, crie et emporte avec lui quelques camarades ainsi que l'une des 2 professeurs qui étaient avec lui. Évitant ainsi donc, vous vous en doutez, l'accident d'avion qui se produit quelques minutes plus tard. Pendant le reste du film, on assiste à une enquête avec un stress constant. Qui sera la prochaine victime et comment le deviendra-t-elle? Dans le second volet sorti en 2003, on suit Kimberly qui part en vacances avec ses amis. Et c'est cette dernière qui va avoir une vision d'un accident se produisant
sur l'autoroute sur laquelle ils allaient passer. Avec les personnages dans ce film, on essaye de déjouer la mort, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et dans quel ordre va-t-elle prendre chacune des victimes. Chaque disparition, si on peut appeler ça comme ça, est marquante. Chacune à sa manière et certaines plus que d'autres. Ici, je vous conseille plus un type de film qui est surprenant, voire terrifiant, selon comment vous pouvez réagir à certaines scènes plus ou moins violentes. Selon moi, Destination Finale est plus terrifiant qu'un slasher parce que il joue avec la mort, qui est la plus grande peur de l'être humain. Je suis consciente que je vous présente des films qui sont tous connus, mais je tenais vraiment à vous les présenter. C'est Halloween. Ces films-là ne font pas forcément peur, je trouve que c'est toujours très plaisant et que c'est une superbe occasion pour les regarder. À présent, je vais m'attaquer à une saga que j'affectionne particulièrement. Ici, je vous parlerai seulement du premier et du deuxième, tout simplement parce que le troisième et le quatrième m'ont moins plu. Conjuring, les dossiers Warren, a été réalisé par James Wan. Lui aussi a un sacré pied dans l'horreur, avec notamment Saw et Insidious. Il y aborde ici le thème du paranormal. Les films Conjuring sont inspirés de faits réels, ils sont inspirés des cas des chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren. Dans ce premier film, on suit l'histoire de la famille Perron, avec Roger, le père, et Caroline, la mère. Ces deux parents ont 5 filles. Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. Emménageant dans une nouvelle maison, la famille est liée et se réjouit à l'idée de recommencer une nouvelle vie dans un nouveau lieu. Au fur et à mesure des jours, ils découvrent la maison, mais assistent aussi à des événements peu à peu déstabilisants. Toute la famille est totalement effrayée et au bout d'un moment, plus personne ne dort. Ils vont alors faire appel au couple Warren pour les aider et les rassurer. Oh, you don't understand. Well, but we do. There's usually some sort of rational I have 5 explanation. daughters who are scared to death. I'm so afraid this thing wants to hurt us. I mean, you have a daughter. Wouldn't you do anything you could to protect her? Please. Please, can you come and take a look? Ce film est vraiment construit pour qu'on s'attendrisse à cette famille innocente qui n'avait rien demandé, qui était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Je peux aussi personnellement vous assurer que les screamers sont plutôt bien placés, même si on s'attend à avoir peur, vous allez forcément sursauter. Tout d'abord, dans ce film, on a un petit aperçu sur le célèbre cas d'Amityville. Le cas d'Amityville est un célèbre cas de paranormal sur lequel les Warren ont pu travailler. Mais l'histoire principale se base plutôt sur une petite famille vivant avec seulement la mère et ses 4 enfants. Donc Peggy, la maman, qui vit avec Billy, Johnny, Margaret et Janet. Complètement affaiblie par le manque de revenus. Said we were. No, Billy, I didn't get any bloody biscuits because we don't have any bloody money! La famille se voit peu à peu submergée par des événements paranormaux. Le mal semble viser Janet, précisément. Et malheureusement, Peggy va appeler les médias, ce qui va empirer la situation. Les Warren vont alors leur venir en aide et vont essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce que la famille vit-elle un réel cauchemar ou essaye simplement de se faire de l'argent sur le dos de cette affaire? Le 1er avril 1988, les salles américaines sont remplies. Une comédie horrifique vient de sortir en salle. Je parle évidemment de Beetlejuice. Bon, Tim Burton, à son actif, on peut quand même lui citer plusieurs grands films. Édouard aux mains d'argent, Batman, Sleepy Hollow, Dark Shadow, Charlie et la chocolaterie, Les Alice au pays des merveilles, Mars Attack. Beetlejuice est principalement basé sur de la comédie. Adam et Barbara passent leurs vacances dans leur grande maison, mais malheureusement pour eux, ils vont mourir ensemble dans un accident de voiture. Destinés à vivre éternellement dans leur maison de vacances, ce qui ne les dérange pas, ils ne s'attendaient pas à recevoir une nouvelle famille qui emménage dans leur maison. C'est comme ça qu'Adam et Barbara vont alors découvrir la vie en tant que fantôme. Ils vont aussi découvrir le personnage de Beetlejuice, qui est un personnage extrêmement pervers et extrêmement grossier. On peut alors se demander qui est cette famille Dietz qui vient d'emménager et leur fille Lydia Dietz qui a l'air différente de ses parents.
My whole life is a dark room. One big dark room. Et surtout, vont-ils réussir à faire fuir cette famille qui les encombre? Déjà, le casting est assez impressionnant. Dans le rôle de Beetlejuice, on a quand même Michael Keaton, qui le joue extrêmement bien. You two kids picked me. You didn't have to, but you picked me. It makes me want to kiss you guys. Come on, come on, kiss you. Come on. On a aussi Winona Ryder, qui joue le rôle de Lydia Ditz. Et selon moi, le rôle a été écrit pour elle. On retrouve Catherine O'Hara, qui joue aussi la maman de Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. What else could we be forgetting? Elle joue la belle-mère de Lydia, Delia Ditz. Franchement, elle est complètement à fond dans son rôle, elle est hilarante et on arrive même à la détester. Les Noces funèbres est l'un des nombreux films de Tim Burton que ce dernier a réalisé en stop motion. Sorti en 2005, l'histoire se centre sur le personnage de Victor qui se prépare pour ses fiançailles avec Victoria. Malheureusement, avec tout le stress que son entourage lui met sur les épaules, il gâche un peu tout. Après s'être enfui dans la forêt, honteux, malheureusement, Victor pose son alliance autour d'une racine. Mais est-ce qu'il pouvait s'attendre à ce que cette racine soit en fait le doigt d'une malheureuse défunte? Maintenant que Victor lui a passé l'anneau, Emily est persuadée qu'ils sont maintenant mari et femme. Le but du film est de nous faire nous demander si, tout simplement, Victor va-t-il s'en sortir? Va-t-il préférer Emily à Victoria? Je peux et j'ai franchement envie de vous parler du casting, je vais le faire tout de suite. On retrouve les deux chouchous de Tim Burton, Johnny Depp et Helena Bonham Carter, dans le rôle respectif de Victor et Emily. Au jour d'aujourd'hui, Tim Burton, c'est vraiment mon réalisateur préféré et par contre, je suis vraiment, je pense pas la seule à pouvoir dire que les choix artistiques de Burton sont choisis avec des détails vraiment impressionnant. Il a choisi des tonalités vraiment noires, blanches, vraiment sombres pour représenter le monde des vivants, mais tout de suite beaucoup plus coloré quand il s'agit de montrer le monde des morts avec tous les squelettes. Burton, il accentue son point de vue de personne incomprise qu'il répercute sur son personnage de Victor qui vit dans une vie triste et sans couleur dans le monde des vivants. Les Noces funèbres n'est pas le seul film à avoir été tourné en stop motion. Il y a aussi Frankenweenie qui est sorti en 2012. Tim Burton a réadapté son propre court-métrage déjà existant au cinéma. Étant sorti en 1984, il avait choisi de vrais acteurs pour incarner les rôles qu'il avait créés. On suit un jeune garçon vivant avec son chien au sein d'une vie un peu morose. Malheureusement, le chien Sparky meurt et Victor s'écroule totalement désespéré. Inspiré par Frankenstein, comme vous avez pu le comprendre avec le titre du film, Victor décide de déterrer son chien et de le ramener à la vie avec seulement ses connaissances. Mais malheureusement pour lui, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Si votre chien décède et qu'il revient du jour au lendemain, tout ne peut pas forcément être pris de la même manière pour tout le monde. Le but du film, c'est clairement de nous faire comprendre les sentiments qu'éprouve Victor et la dureté des autres gens autour, avec aussi ce noir et blanc qu'on retrouve de nouveau ici. C'est un peu la marque de fabrique de Tim Burton. Le film a reçu pas mal de prix. Je m'y attendais pas honnêtement parce que j'avais jamais recherché réellement. Mais il a eu de nombreux prix du meilleur film d'animation. Ah oui, aussi, il a été nominé aux Golden Globes en 2013, aux Oscars en 2013 et le BAFTA Awards en 2013. Plus récemment, en 2016, Tim Burton a réadapté un roman, Miss Peregrine et les enfants particuliers. On y suit Jake, un jeune adolescent timide qui a du mal à s'inclure parmi les jeunes de son âge. La seule personne en qui il a réellement confiance, c'est son grand-père. Plus jeune, ce dernier lui a raconté d'étranges histoires à propos d'un orphelinat avec des enfants au pouvoir surnaturel et à propos de monstres à l'allure un peu humanoïde. Mais un beau jour, Jake reçoit un appel de son grand-père. Ce dernier ne cesse de lui parler d'une boucle et lui demande de lui venir en aide. La maison est sans dessus-dessous. Jake cherche son grand-père, mais quand il le retrouve dans la forêt derrière la maison, son corps est dans un état plus qu'étrange. Le jeune Jake est totalement dévasté et ses parents le voient bien. Il l'envoie alors voir une psychiatre qui va alors leur conseiller de se rendre
au Pays de Galles pour que Jake se rende compte que ces histoires que son grand-père lui racontait sont bel et bien de l'imagination et non du réel. Entre les incompréhensions avec son père et les recherches sur l'île, Jake va faire la rencontre de nouveaux amis. Olive, Millard, Bronwyn, les jumeaux, Emma et surtout Miss Peregrine. Alors Jake va-t-il rester avec ses nouveaux amis qui semblent connaître mystérieusement son grand-père ou retourner chez lui avec son père? Si vous aimez tout ce qui est voyage temporel ou alors pouvoir surnaturel, franchement, c'est ce qu'il vous faut. Je vais encore vous embêter avec mon casting, mais on retrouve dans ce film Eva Green, Asa Butterfly, mais surtout Samuel L. Jackson. Et on a un tout petit, vraiment très court de quelques secondes, caméo de Tim Burton. Je sais que les films de Tim Burton sont destinés aux enfants, mais ce n'est pas le seul à avoir créé des films un peu horrifiques pour toute la famille. Comment parler de films familiaux sans parler de la famille Addams? Je parle évidemment du film de 1991, pas de la série de 1964, pas non plus de la série de 2021, si je dis pas de bêtises. Cette famille est composée de Gomez et Morticia, les parents, ainsi que leurs 2 enfants, Pugsley et Mercredi, qui sont tous fanatiques de torture et d'horreur. On apprend que Gomez est très attristé de l'absence de son frère, Fétide. Mais alors que toute la famille cherche à communiquer avec l'esprit de Fétide, un mystérieux homme, se faisant appeler Fétide, vient toquer à leur porte. Mais au fur et à mesure de l'histoire, les gens de la famille vont commencer à se douter de quelque chose et penser que Fétide est en fait un escroc. Cette comédie horrifique est faite pour passer un bon moment avec cette famille et leurs amis tous un peu étranges. On a d'abord le cousin machin. Il est fait de longs cheveux qui le recouvrent sur tout le corps, avec des lunettes de soleil et un chapeau melon. On peut aussi et surtout parler de la chose, que je pense que vous connaissez très bien. C'est une petite main qui agit comme un homme. Ça fait honnêtement un moment que j'ai pas vu le film, mais je me rappelle que quand je l'ai vu plus jeune, il m'avait énormément plu. Alors ce film, pour moi, il reste vraiment très fidèle à la famille Addams, leurs valeurs et surtout leurs hobbies un peu étranges. La plupart du temps, les gens ont tendance à confondre Henry Selick et Tim Burton, de par leur art. Vous devez sûrement le comprendre, je vais vous parler de Coraline. Selon moi, ce film est parfait pour commencer à introduire les enfants vers des films qui font peur. On suit la jeune Coraline qui déménage dans une nouvelle maison avec ses 2 parents, dans ce qu'ils apparentent à une maison un peu comme un appartement. Au grenier vit Monsieur Bominski qui habite avec ses souris. À la cave, au contraire, on retrouve 2 anciennes comédiennes et acrobates, Miss Spink et Miss Forcible, qui habitent avec tous leurs chiens. Coraline s'ennuie énormément. Elle n'a pas énormément de choses à faire, mais elle n'apprécie pas non plus la visite du petit-fils de la propriétaire des lieux. Un beau jour, lorsque Coraline se décide à visiter la maison, la jeune fille tombe sur une toute petite porte, elle l'ouvre, et de l'autre côté, un tunnel, qui semble plutôt magique. Après l'avoir traversé, elle tombe face à face avec sa maison, sa famille, mais plus différent. Son père est plus affectueux, sa mère aussi. La seule différence aussi, physique cette fois-ci, c'est que tous les gens de ce côté-là ont tous des boutons à la place des yeux. Sa seconde mère lui propose alors de vivre pour toujours avec eux, là où son second père lui ferait des chansons et des jardins à son effigie. Mais le problème, c'est que cette maman, elle devient de plus en plus possessive à l'idée que Coraline refuse cette proposition. J'ai envie de dire, en même temps, qui accepterait à condition de se faire coudre des yeux en boutons. Peu à peu, on voit Coraline tout d'abord hésiter entre ces 2 mondes, mais ensuite on la voit se battre pour échapper à ce monde faussement parfait. Aujourd'hui, je ne me lasse pas du film. Les voisins étranges et les décors donnent une ambiance vraiment fascinante au film. Je vais faire une mention spéciale, 2 mentions spéciales avant de terminer cette vidéo d'horreur. D'abord, je vais vous parler donc de Marianne, qui est sortie en 2019 et qui m'avait traumatisée. Avec des screamers qui, franchement, je ne m'y attendais pas, et une mamie totalement terrifiante. C'est une série française qui est composée de seulement 8 épisodes pour une seule saison,
Donc si vous voulez passer la nuit à avoir peur et ne pas dormir, franchement, foncez sur cette série. Enfin, pour la deuxième mention, actuellement je suis en train de regarder American Horror Story. Je sais que c'est très connu, mais je viens seulement de la commencer. J'en suis à la saison 2 et franchement je ne peux que vous la conseiller. En tout, il y a 13 saisons je crois, et à chaque saison on a son thème horrifique et son lieu. Donc la première saison c'est une maison hantée, le deuxième un hôtel psychiatrique, la troisième c'est sur la sorcellerie et les sorcières, la quatrième c'est dans un cirque, et si je me trompe pas, la cinquième c'est dans un hôtel, etc. etc. du coup. Et surtout la particularité de cette série, c'est que les acteurs sont renouvelés pour chaque saison, mais du coup dans des rôles différents. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, autant qu'elle m'a plu à moi de la faire. J'espère que je vous aurai partagé, comme j'ai aimé qu'on me les partage à moi, tous ces films. Je voulais vraiment aborder ce sujet à l'approche d'Halloween, et quoi de mieux que de parler de films. Je vous souhaite à tous une bonne soirée d'Halloween, et j'espère vous revoir pour une nouvelle vidéo.